organiser un accès pour tous à l'énergie. Je vous demande donc de bien vouloir venir sur scène pendant que je vous présente les invités. Donc, bien entendu, Angel Gurría, le secrétaire général de l'OCDE qui nous accueille aujourd'hui, mais aussi donc Yann Arthus Bertrand, qui est donc le fondateur et le président de Good Planet, Gérard Mestralet, le président directeur général d'Engie, et Manuel Vickers-Banuet de Illu Mexico. Jacques Attali, ça va être à vous dans quelques instants après le générique. On vous a redonné un disque dur parce qu'on a fait un dernier, on a fait un dernier montage. Voilà. Ah bah je parle. Ah voilà. On a fait un dernier. Bon, je suis très heureux d'être ici pour organiser, modérer cette réunion et on m'a demandé de dire quelques mots en introduction. Je suis ravi de le faire, ravi d'accueillir tous ceux qui sont là. Je ne vois pas Yann qui se fait attendre comme toujours pour se faire remarquer. Non, c'est mon micro qui marche pas. Et nous allons donc ensemble essayer de réfléchir aux grands enjeux de l'énergie aujourd'hui qui se trouve véritablement à un moment charnière où la présence de ceux qui sont là est particulièrement intéressante parce que les enjeux sont en train de changer. Pendant très longtemps, on a pensé que nous allions manquer d'énergie et que l'enjeu serait de devoir l'économiser parce que les prix allaient exploser et qu'il n'y en aurait pas assez. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes confrontés en réalité à des choses assez différentes. D'abord parce qu'évidemment, la demande pour l'énergie va en effet augmenter beaucoup, puisque la demande d'énergie va augmenter selon les différentes statistiques entre 30 à 50% d'ici à 2050. Donc une croissance de l'ordre de 1 à 2% par an à l'échelle mondiale. Mais en même temps, on se rend compte que la demande d'énergie va être assez différente d'un pays à l'autre. C'est-à-dire c'est cette année ou l'année prochaine que la consommation d'énergie de la Chine passe devant la consommation d'énergie des États-Unis, au moment où le PIB chinois passe devant le PIB américain, donc c'est révélateur, et avec, comme il est prévisible, une croissance particulière de la demande d'énergie en Chine qui sera en 2050, tant en termes de population que de dynamique de croissance, le premier pays du monde, avec aussi derrière une croissance très forte démographique et économique de l'Afrique. Mais on se rend compte aussi au même moment que les réserves d'énergie de toute nature ne sont plus aussi rares qu'on pouvait le craindre, ni pour ce qui est de l'énergie fossile sous toutes ses formes, ni sous les autres formes d'énergie qui existent, qui peuvent être les énergies renouvelables. Donc on n'est plus confronté à un problème de rareté de l'énergie, on est confronté à d'autres problèmes. Le premier problème auquel on est confronté, c'est évidemment celui du lien entre les énergies fossiles et le climat, qui évidemment devrait nous pousser à consommer moins d'énergie fossile, tout en sachant qu'en réalité, ça restera l'énergie fossile. Ça restera les énergies principales. L'énergie fossile restera l'énergie principale d'ici dans les 50 prochaines années, dans les 35 prochaines années. Et d'autre part, donc le problème principal sera un des problèmes nouveaux, c'est de réduire la consommation en énergie fossile, sachant que nous avons, si nous voulons véritablement tenir à 2 degrés, il faudrait consommer pas plus que 25 ans de ce que nous consommons aujourd'hui d'énergie fossile. Il faudrait idéalement que dans 25 ans, nous ne consommons plus d'énergie fossile, ce qui est évidemment inimaginable dans l'état actuel des technologies, mais c'est ça un des grands enjeux que nous avons en même temps en ce moment. Et le deuxième grand enjeu, qui est celui qui nous réunit principalement ce soir, c'est celui de l'accès à l'énergie, qui est le fait de donner à tous l'accès à l'énergie. Et on peut penser, en tout cas selon certaines logiques, qu'il y a une contradiction entre ces objectifs. Si on permet à tous d'avoir accès à l'énergie, ça veut dire qu'on consommera plus d'énergie et si ça continue comme ça, d'énergie fossile, donc ça sera mauvais pour le climat. Donc il y a potentiellement un conflit entre les deux objectifs majeurs qui sont le climat et la lutte contre la pauvreté, entre le climat et l'accès. La seule réponse à cela se trouve dans toutes les logiques qui nous concernent, qui sont les logiques de nouvelles technologies. Et après tout,
des nouvelles technologies peuvent nous tomber du ciel, et ce serait intéressant d'en parler. Je pense à la fusion froide, je pense aux progrès qui vont être faits dans l'énergie solaire, je pense à toutes les technologies à l'hydrogène, toutes les technologies de stockage qui, d'ici à 2040, vont sans doute bouleverser le paradigme de réflexion. Premièrement, cela. Et deuxièmement, créer les conditions pour que, en effet, on bascule au plus vite vers des énergies renouvelables, y compris dans l'état actuel des choses, sachant qu'en même temps, nous sommes confrontés à une massification de l'énergie qui est de plus en plus centralisée dans les villes, en même temps que des technologies de plus en plus décentralisatrices, de plus en plus individuelles, où les gens seront de plus en plus consommateurs-producteurs, et à 10 ans, 15 ans d'ici, nous serons tous producteurs-consommateurs, et toutes les grandes machines auront à repenser leur modèle d'existence, puisque dans l'énergie, comme dans beaucoup d'autres domaines, nous serons des producteurs-consommateurs, donc beaucoup plus difficiles à réguler, beaucoup plus difficiles à organiser. Voilà le grand chantier qui arrive à un moment où la COP21 s'annonce et où il y aurait évidemment besoin d'un ordre international, évidemment besoin d'être capable d'imposer une taxe carbone à au moins $50 la tonne, mais où il n'existe pas d'institution capable de le faire, en tout cas d'institution aussi efficace que l'OCDE a pu le démontrer en matière fiscale. Et Angel sait que ce n'est pas parce que je suis à côté de lui aujourd'hui que je le dis. J'ai dit publiquement plusieurs fois que l'OCDE était la seule institution internationale qui fonctionne efficacement, parce que c'est la seule qui a été capable d'imposer un état de droit international efficace dans un domaine absolument majeur, qui est celui de la lutte contre les paradis fiscaux. Et s'il existait dans d'autres domaines, en partie celui qui nous concerne ce soir, des organisations capables d'établir l'état de droit, serait une façon d'avancer importante. Voilà donc beaucoup de sujets qui sont sur la table. Quelle énergie, quelle technologie, quel état de droit, quel mode de consommation et d'organisation. Et je suis très honoré d'avoir à modérer, c'est-à-dire juste à passer la parole à 4 personnes éminentes pour y répondre. Et d'abord Angel Gurría, qui va nous dire un petit peu où il est et où est l'OCDE sur tous ces sujets. Well, thank you very much for the opportunity, and welcome, Jacques. This is, as we say in Mexico, esta es su casa. Eh? First of all, the question of access poses pretty alarming issues. You mentioned some of the numbers, 1.3 billion people without access to electricity. Oh, but also many of them, many more, with unreliable supply. That means that you don't have the good quality, you don't have the permanent source. In many cases, too expensive to meet their needs, because you're talking about people with very low incomes. But also, 2.9 billion people in the world relying on traditional uses of biomass, which, for cooking and, of course, creating a lot of indoor air pollution, but also resulting in 4.3 million premature deaths each year, which are more than the ones from malaria, tuberculosis, and HIV/AIDS combined. And these are numbers from the World Health Organization, by the way. Now, the G20, which we're leaving for next Wednesday, it's going to take place over the Friday, Saturdays at the leaders level, and where hopefully we'll get the tax package approved, the BEPS package. They recently adopted the Energy Access Action Plan. This aims to improve access to energy for all, particularly in sub-Saharan Africa, where 2/3 of the population, we're talking about 620 million people or more, lack access to electricity. Now, here we've been talking, the whole of today we'll be talking more about inclusive growth. How do you get inclusive growth? This is a key element of inclusive growth. The whole question of inequalities and the question of addressing inequalities with inclusive growth policies and the question of access to energy and electricity goes absolutely crucially through that path. This initiative that we launched is one which basically says it's not just about income,
It's about a number of other access to a number of other things, education and health and opportunities, but also things like electricity, things like water. Now and it's a question about the distribution of the benefits of growth. There's no need, however, because you put it like a trade-off, like saying, okay, how do we solve the complexity or the apparent collision between access for more people and then the question of saying, we are at the same time going to be at the COP, we want less consumption. We want less emissions. Absolutely not in contradiction. When we first launched green growth, I was told to say green growth, because they all said, make a big emphasis on the growth side because that's going to be the only thing that sells. The green is not going to sell. Well, it did, but also because there was no other way to go. Now green growth is kind of, everybody talks about green growth. It's become conventional. 2 years ago or more at the LSE, I said 0 net emissions in the second half of the century coming from the burning fossil fuels. Big controversy. Today it's conventional wisdom. Today we're asking how we get there, not whether we should or not. So, we're now trying to marry inclusiveness and productivity. We're trying to create something like inclusive productivity, or a productivity that will not be stifled by inclusion, and an inclusion that will not be frustrated by the pursuit of productivity. These are the kinds of things. So this is a case now about access and emissions. No conflict here. We should continue to pursue greater access for all the reasons we know, and at the same time, as you appropriately, because I know your question was rhetoric, the answers about everything, all the way from economics to social to coffee to whatever the issue is, water, and so the question is, or philosophy or whatever. But the question is then, how do we make it work? How do we get this, inclusive access, and that is sustainable from the ecological point of view? And you said technology should drive us there, and that is exactly what should be happening. And this is, among other things, one of the reasons why we think we're on the good track in terms of the $100 billion that we should get for COP21. But also technology is actually happening and working. Here we have a good Mexican friend who is going to tell us, utility scale solar photovoltaic has fallen by 2/3 in 5 years in terms of the cost. It's fallen by 2/3 in 5 years. So it's so fast. It's happening so, absolutely, great speed that there lies the hope to marry these two concepts of greater access. And the other one, and for that, we need also on the policy side, rather than on the technology side, predictability in the policies. A price on carbon, a big fat price on carbon. And here, let me just say, I've been repeating again and again, why are we going through the 4th round of the ETSs when they failed miserably, And they tell me, because politicians don't like taxes. Because I say, put a big fat tax on carbon in order to put big fat price on carbon. And they say, no, because that is not politically correct. I say, well, that is not sufficiently serious answer, because the issue is sufficiently, transcendent that we should actually find the ways to put a big fat price on the thing. And if we can't do it through an ETS, because we tried 4 times at least in Europe, now France is at 13 or 17, whatever. They say they're going to go to 50 eventually, by to 100. But already Sweden is at 100 today, and some people are kind of at 7. So we haven't been able to have
an organized way to deal with this issue. And it's a little bit of a cacophony, and policy-wise, we're not aligning the policies. First thing we should do is remove the subsidies. We still have subsidies, massive subsidies. But let me tell you something, and I finish with this. There's a lot of confusion about this question of the subsidies, which will give countries if you drop the subsidies, which apply across the board and benefit everybody regardless of need, they're terrible for the environment, terrible for the budget, and regressive in social terms. Make it selective. Make it just for the people who really need it. Make it much more targeted. And then you will get a lot of savings, which you can dedicate to giving access to the same need, which is energy of a good quality, rather than giving it away to people who don't need it. And it's happening. It's happening in India, finally now, and twice it happened in Indonesia with Yudhoyono in the re-election, and now with President Jokowi, who was basically dismantled, at least having to do with the part that deals with gasoline. So it is possible. We're talking about policy decisions that are tough, that are politically difficult. But, Jokowi announced that he was going to do it, and lo and behold, he just did it on the first day he was in office. But then what did they do? It's not to save money. It's not for austerity. He gave all the money that they saved to the poorest and to increasing the productivity and to providing access to energy, et cetera, and it results in a much better allocation of resources. And again, it's fair socially, and it is efficient economically. So you can marry the two concepts. So just a few reflections to your provocateur. Merci, cher Angel. C'est bien d'avoir réussi à nous fournir des ressources, puisque peut-être qu'on pourrait, en réduisant les subventions, trouver plus facilement les 100 milliards qui manquent pour la COP21. Et c'est un idéal. Gérard Mestrallet, qui est à la tête d'un des plus grands groupes mondiaux dans le domaine, va peut-être pouvoir, mieux que personne, nous expliquer comment, de son point de vue d'industriel, il voit cette question de l'accès à l'énergie, dont je sais qu'il s'occupe beaucoup, et d'ailleurs il a la gentillesse de s'en occuper dans des domaines où nous travaillons ensemble, et comment il voit le rôle d'une très grande entreprise dans ce domaine, non seulement dans son activité quotidienne, mais aussi dans ses activités de rassembleur d'énergie qui fournit son avant-garde dans les entreprises sociales en matière d'énergie. Merci Jacques. Je trouve très important que nous ayons l'occasion, ici, dans ce Forum du Nouveau Monde, à quelques jours du G20, à quelques semaines de la COP21, d'évoquer cette question de l'accès à l'énergie, parce que, à mon sens, elle n'est pas vraiment déconnectée des questions énergie-climat. Et d'ailleurs, Angel a parlé évidemment des deux sujets. Donc je voudrais réagir un petit peu, et comme ici nous représentons, Manuel et moi, le business, vous dire comment nous voyons cette question. Chez Engie, nous sommes, j'allais dire, des anciens combattants du climat et de l'accès à l'énergie pour tous. Au climat, moi, j'étais à Rio il y a 20 ans, à Johannesburg il y a 10 ans, à Copenhague il y a 5 ans. Et puis nous sommes très engagés dans la COP21. La présidence française m'a demandé de modérer le business dialogue, c'est-à-dire le dialogue entre une cinquantaine de chefs de grandes entreprises internationales et d'une cinquantaine de gouvernements. Donc nous avons déjà tenu 3 réunions, une à Paris, une à New York, une à Tokyo. Moi, il me semblait que la question du climat et des engagements des pays aurait pu être liée à 2 autres questions majeures qui ne figuraient pas initialement dans le mandat de la présidence française et donnée par l'ONU, qui étaient la question du prix du carbone et la question de l'accessibilité de tous à l'énergie.
Et autant sur la première question, et je pense que les entreprises ont joué un rôle important, et merci à l'OCDE d'avoir soutenu cette aide, la question du prix du carbone est en train de monter. Autant je pense que sur la seconde question, elle est restée encore aujourd'hui assez déconnectée, me semble-t-il, de la question climatique. Et je ne suis pas absolument certain qu'on en parle beaucoup lors de la COP21. Alors je vais m'expliquer sur ces 2 points. Du point de vue du business. Les entreprises, au moment de Copenhague, on peut le dire, étaient en moyenne pas toutes convaincues, ils s'en foutent beaucoup, de la réalité de la question climatique. Au fond, elles traînaient un peu les pieds. Pour elles, les décisions à prendre par les États, c'était des contraintes supplémentaires. Je pense que les entreprises ont fait un chemin considérable et sont maintenant convaincus, non seulement parce que les chefs d'entreprise sont aussi des hommes, ils ont des enfants, ils pensent à l'avenir, ils sont des citoyens de la planète. Donc je pense qu'ils sont profondément convaincus que c'est l'intérêt de la planète, la protection de la planète, que de lutter contre le réchauffement climatique. Donc ils sont convaincus de la réalité du phénomène. Mais en plus, les entreprises sont aujourd'hui convaincues que toute catastrophe écologique aurait des répercussions économiques gigantesques et que c'est aussi l'intérêt bien compris des entreprises, que l'intérêt à moyen et long terme, que de lutter contre le réchauffement climatique. Et au fond, pour les chefs d'entreprise qui étaient a priori déjà convaincus, c'est très agréable de voir ces convictions personnelles rejoindre ces devoirs de chef d'entreprise. Ce changement d'attitude des entreprises, j'en veux pour preuve le changement d'attitude non pas seulement des grosses entreprises émettrices, du secteur de l'énergie, du secteur des mines, du secteur pétrolier, on l'a vu récemment, mais également du monde de la finance. Le monde de la finance a changé et les investisseurs institutionnels, alors pas seulement français comme la Caisse des dépôts ou AXA, mais les fonds de pension américains veulent maintenant prendre en compte cette question climatique et éventuellement s'alléger dans les investissements d'entreprises qui, par exemple, sont très fortement émettrices ou ne réduisent pas assez, n'agissent pas assez dans ce domaine pour réduire leurs propres émissions de carbone. Donc il y a une évolution considérable. Alors simplement sur un plan pratique, il faut que les entreprises puissent quantifier cette question climatique. Pour une entreprise qui, pour un investissement donné, produisant une certaine quantité de produits, a le choix entre 2 machines, une qui émet peu mais qui est chère, et une qui émet beaucoup mais qui est très bon marché, comment choisir? S'il n'y a pas de prix au carbone, on choisira la solution la moins chère et la plus émettrice. Et on voit bien que si, au-delà d'un certain prix du carbone, c'est l'autre choix qu'il faut faire, oui. Le choix le plus écologique. Donc, pour pouvoir quantifier cette question, il faut un prix au carbone. Quel prix? Il n'y a pas un prix. Nous intégrons d'abord une courbe de prix. Une courbe de prix. On a cité $50. À $50, si le prix est mondial, la moitié des entreprises du monde émergent sont faillites. Donc il ne peut pas y avoir un prix mondial du carbone aujourd'hui. Il faut avancer vers progressivement un pricing du carbone mondial. Alors l'Europe a mis en place l'ETS, un système de certificats qui s'est effondré en 2009 avec la récession, mais que nous, entreprises énergétiques, nous avons demandé à la Commission de restaurer pour le réparer avec une banque centrale qu'on appelle le Market Stability Reserve pour faire remonter le prix du carbone, parce qu'on préfère quand même, quand on est une entreprise, un marché à une taxe. On n'aime pas les taxes, voilà. Alors, je dois dire au passage, je ne sais pas si tout le monde en est bien conscient, qu'en France, on est l'un des rares pays à avoir une taxe carbone et avoir un prix du carbone avec des certificats qui s'appliquent aux entreprises du secteur énergétique. Donc pour l'instant,
on a cette chance de cumuler les deux, le privilège de cumuler les deux. Voilà, donc le prix du carbone, les choses avancent. J'espère qu'il y aura, c'est un appel vraiment unanime des entreprises, donnez-nous un système qui permette de passer au carbone, au prix du carbone. Sur le deuxième point, et pardon d'avoir été un petit peu long sur le premier, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on n'a pas assez fait le lien entre climat et accès à tous de l'énergie. Lorsque, il y a 15 ans, il y a 20 ans, moi je militais pour l'accès à l'eau pour tous, l'accès à l'électricité pour tous, les prix, le coût de ces systèmes se chiffrait en centaines de milliards de dollars. Et on peut dire que ça reste assez vrai pour l'eau. Ça n'est plus vrai pour l'électricité grâce à la technologie. Les technologies décentralisées, les technologies photovoltaïques, aujourd'hui notamment, ont permis de diviser par près de 10, 100 peut-être, le coût d'accès à l'énergie. Et juste un chiffre, on cherche 100 milliards par an pour le climat, 100 milliards de dollars par an. Disons qu'on va y arriver. Le coût de l'accès à l'énergie pour tous, il y a plein de façons de le calculer. Moi, j'en donnerai une très simple. Il y a effectivement 1,5 milliard, disons 1,3 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie dans le monde. Et je laisse de côté les 2,5 milliards qui ont des systèmes de biomasse extrêmement polluants pour se chauffer ou faire la cuisine. Enfin, 1,3 milliard, mettons 500 millions de familles. On fait aujourd'hui des équipements. Manuel, lui, qui a des équipements assez sophistiqués, les fait pour $200. Mais ils sont de très bonne qualité. Nous avons des entrepreneurs sociaux qui, au Bangladesh ou en Inde, fabriquent pour 50 à $100 des équipements avec un panneau photovoltaïque, une batterie, une lampe et une prise pour le portable. Et avec ça, vous changez la vie des gens. La lampe, ça permet le soir aux enfants de travailler, d'étudier, de lire. C'est l'accès à la culture. Alors qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'énergie, donc ils ne peuvent pas le soir travailler. Et le portable, c'est indispensable aujourd'hui à tous. 50 ou $100, mettons même $100 par équipement, sur 500 millions de familles, c'est 50 milliards une fois pour tous. Vous faites ça sur 5 ans ou 10 ans, ça vous coûte 5 milliards par an. À côté des 100 milliards par an, c'est une goutte d'eau. Donc je pense qu'on aurait pu les intégrer dans les 100 milliards. Et aujourd'hui, c'est une façon de le faire. Tu as eu raison de signaler, Jacques. Si on veut lutter avant tout contre le réchauffement climatique, il ne faut surtout pas donner l'énergie aux milliards, 300 millions de gens qui l'ont. Ça va faire plus de consommation. Sauf si ils ont accès à de l'énergie renouvelable. Eh bien, avec ces panneaux photovoltaïques, c'est de l'énergie renouvelable qui n'émettra pas de CO2. Et donc, on pourra avoir 1,3 milliard de gens en plus qui ont, donc la totalité ayant accès à l'électricité, sans avoir augmenté les émissions de CO2. Donc, je pense que les deux sujets devraient être liés. Pas encore perdu tout à fait espoir, mais il se fait tard. Merci Gérard. On reviendra dans la discussion générale tout à l'heure et on va donner la parole à Manuel Lucias qui travaille avec Ilu Mexico et qui est d'ailleurs un partenaire de Rassembleur d'énergie et sur un sujet qui nous rassemble tous, qui est celui de l'accès à l'énergie. Je rebondis sur ce que tu as dit sur la finance. Comme tu sais, nous travaillons à Positive Planète sur le thème de la finance positive, c'est-à-dire la finance qui travaille dans l'intérêt des générations suivantes. Et je crois que tout ça évolue dans la bonne direction. Il y a beaucoup plus de gens, en effet, dans le monde financier, fonds publics, fonds privés, qui commencent à regarder dans quelle entreprise ils investissent en fonction de cela. Et donc, s'il y avait des choses à changer dans la législation, ce serait de renforcer cette obligation pour les fonds d'investissement de regarder dans quel secteur ils investissent au regard de la consommation d'énergie de leur participation. Manuel, vous avez fondé au Mexique une entreprise sociale qui est exactement dans le domaine dont on vient de parler, l'accès à l'énergie. Et vous faites de l'accès à l'énergie dans un domaine très particulier qui est vraiment les communautés rurales les plus lointaines. Vous me disiez même qu'il
ils n'ont même pas accès au téléphone mobile, donc ils ne peuvent même pas payer l'énergie par un système de mobile banking. Expliquez-nous ce que vous faites et est-ce que c'est, comme on dit en anglais, scalable? Est-ce que c'est quelque chose qui peut grandir ou est-ce que ça va rester une expérience anecdotique? Nous en voyons d'autres, Gérard en a cité en Afrique, Positive Planet, nous en avons soutenu, nous en soutenons avec le soutien de TNJ un peu partout à travers le monde, mais ça reste des entreprises, des opérations très petites au regard de l'ampleur des besoins. Autrement dit, est-ce que ILU Mexico peut devenir ILU Pérou, ILU Brésil, ILU Nigeria, etc., etc. So thank you, and it's glad to be here and also to be put in the corporate side because of what we do. Usually people call us a non-profit, but we definitely have this idea that we should be more corporate because that's how we can scale and actually do make a difference. ILU Mexico, we're a 5-year-old social enterprise, and we work on providing solar solutions to rural communities in Mexico. Sorry. And so we do it through technology, through distribution, and through finance, no? So the 3 components. And I think what motivated us to start this is, for me, 2 of the greatest issues in the planet is climate change and poverty, no? And access to energy links them both. And the injustice of climate change is that it affects most those that don't have exactly access to energy or those who are not causing it the most. So in these 5 years, we've been able to install 4,500 solar home systems in Mexico. Definitely, I agree that a company like us, even though we fulfill our 5-year plan, which is 50,000 households in 5 years through 50 distribution centers, we are still only making a very, very small dent in this problem. No? Even we have recently partnered with ENGIE, which now is a stakeholder at our company, which will allow us to reach these goals and to reach this volume. However, I think taking into account the challenge that is climate change and how I personally believe that we are not doing enough, not us as individuals, not us as small companies, not large corporates, and not governments. I think some of us are taking the right steps, but still that again will not get the scale that we need. We have to do a very strong and a very hard turn of how we live and how we value what we're doing in order for the problem to be solved or to be minimized, the impacts of climate change. So I think the example of the collaboration that we have with ENGIE is very relevant because if you multiply these by, right now, you have, I think, 15 companies that are doing energy access through the fund, Rassembladors d'Energies. And some other companies are becoming involved, but still, other companies still value more the economic side than the social and the environmental side. So I think that's something that has to change in the chips of all leaders and CEOs, like Mr. Mestralet was mentioning, but also in government. Right now in Mexico, actually, Mexico is one of the non-Annex 1 countries, the one that has most done reporting on actions on climate change. We actually recently passed a law and Mr. Gurria will correct me if I'm wrong, for 2025 to have at least 35% renewables in Mexico, which is unprecedented for a country like Mexico. So I think, for example, we have collaborations with state governments in Mexico which are supplying us with partial subsidies to be able to reach the poorest communities and be able to really scale it in that state. However, us alone in Mexico, where we have 3 million people who have electricity out of the 1.3 billion, I don't think will really make a difference if we are not able to replicate this through government involvement, through large corporates supporting companies like ours to be able to grow and really scale. So I think energy access is one of the key challenges for development. Just recently in New York, as Sustainable Development Goal number 7 is providing universal energy access by 2030. No? So in my opinion, the first step you have to take is to provide access. Doesn't matter if it's renewables or traditional. Access is first because poverty is key. But I think it's not, it doesn't fight with the fact that renewable energies are today the best alternative for these faraway communities. No? Example, in Mexico, we have 97% coverage because the government does the electricity. However, this 3% that's remaining is too expensive to do through traditional methods. No? So I think it's a no-brainer to do it through non-traditional renewables.
but it's not one against the other. No? So I think responding just the question is, there's definitely a lot that we still have to do. There's definitely still a lot of involvement that large corporates and governments have to do much more in order for us to turn this around. But definitely we're committed with this. We like to be an example, and we hope that it's not about, oh, more competition is coming in. It's more people that are doing the same thing to reach a goal that everybody has, which is universal energy access. No? Avant de passer la parole à Yann, est-ce que Angel ou Gérard veulent commenter, discuter avec ce qui vient d'être dit? Non? Peut-être d'un mot souligner ce que fait Manuel est vraiment formidable. Nous avons effectivement, il a parlé un peu de rassembleur d'énergie, tu en as dit un petit mot, j'en ai pas encore parlé, donc je voudrais quand même juste dire ce que c'est. Rassembleur d'énergie, c'est une initiative que nous avons montée qui combine 3 formes d'action avec comme objectif l'accès à l'énergie pour tous. Nous avons la fondation ENGIE qui peut donner sur certains projets des subventions sur des projets qui démarrent. Nous avons deuxièmement de l'assistance technique. Nous avons 2 ONG internes qui regroupent des volontaires bénévoles du groupe. C'est ce que j'appelle ma petite armée pacifique, avec près de 2000 volontaires qui consacrent leurs vacances ou leurs week-ends à prêter assistance, donner de leur temps sur des projets d'accès à l'énergie. Et puis nous avons un fonds solidaire que nous avons créé, qui est créé par l'entreprise mais abondé par les salariés qui s'intéressent beaucoup à ces initiatives et qui investit soit en capital, soit sous forme de prêts dans des entreprises sociales, donc avec des entrepreneurs sociaux dont la vocation est sociale, mais qui peuvent gagner de l'argent, c'est même l'objectif. Nous avons maintenant une quinzaine d'entreprises de ce type, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, mais aussi en Europe. En Europe, dans les entreprises impliquées dans le logement très, très social, par exemple. Et dans le domaine de l'accès à l'énergie, notre objectif à long terme, c'est que la somme des actions cumulées des entreprises sociales que nous allons accompagner puisse représenter 20 millions de personnes. Donc on passe du micro à un stade un peu plus macro. Alors c'est une goutte d'eau quand même par rapport aux 1,3 milliard, mais enfin néanmoins ça pourrait être notre contribution. Merci. On va maintenant parler avec Yann de ce qui est la nécessité d'aider à la prise de conscience de ces enjeux à l'échelle de la planète. On va parler en particulier d'un pays qui nous est cher à tous les deux, le Bangladesh, qui me rappelle d'ailleurs que ces questions ne sont pas nouvelles, puisque moi-même j'ai été au Bangladesh en 1989, à la suite d'inondations gigantesques, et qu'on avait lancé à cette époque un énorme programme de barrages, qui d'ailleurs s'est fait, qui protège la ville de Dhaka des inondations, ce qui prouve que l'enjeu n'est pas seulement récent. Comment tu vois, avant d'avoir la gentillesse de nous montrer quelques images de ce nouveau documentaire que tu as préparé sur le Bangladesh, comment tu vois les enjeux aujourd'hui de la prise de conscience à travers tout ce que tu observes dans le monde? Moi, je me demande ce que je fais là. Parce que je ne suis ni un vendeur d'énergie, ni un économiste brillant. Donc, j'ai qu'une vision locale, sur place. Et c'est vrai que je m'intéresse aux gens et qu'aujourd'hui, quand je survole la planète et que je parle avec les gens, il y a 1 milliard de gens qui sont des agriculteurs de subsistance. Et souvent, ces gens n'ont pas d'énergie du tout, quoi. Ils n'ont même pas de tracteur, ils travaillent avec des animaux, ou souvent c'est leurs enfants, ou même avec leurs femmes, d'ailleurs on le verra dans le Bangladesh, où les gens travaillent à la main. Et l'énergie, c'est vrai que l'énergie électrique, c'est formidable. On a survolé un petit village, là vous avez fourni des panneaux sur les îles, ces espèces de chars, on verra ça tout à l'heure, et c'est formidable comme un panneau solaire peut changer la vie des gens. On ne se rend pas compte, nous, on a 10 fois trop d'énergie. Moi, je dépense dans ma vie, mais je calculais dans ma cuisine l'autre jour combien j'avais d'instruments électriques. J'en ai 28. Je ne revenais pas. Je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de choses.
On est... et alors, bien sûr, les appareils dépensent moins d'énergie, mais on en a 4 fois plus. Donc, c'est ridicule. On a trop d'énergie. Il faut qu'on apprenne à vivre mieux avec moins. Il faut qu'on soit... être plus avec moins. Moi, je suis... on est le 6e pays le plus riche du monde, et on l'assume, quoi. On dépense. Et je pense qu'aujourd'hui, quand vous arrivez vous venez de passer 15 jours au Bangladesh, vous avez parlé avec les gens, vous rentrez chez vous, c'est bizarre. Bizarre. Et j'avais vu un truc formidable au Bangladesh, génial, c'était des lampes avec des poids. J'avais jamais vu ça. Petites lampes avec les petites diodes, ça dépense pas grand-chose. Alors on tire un poids, le poids remonte, ou le moins le poids descend, et en descendant, vous avez 1 heure d'électricité. Petite lampe grande comme ça, donc et j'ai vu, ils en avaient des centaines, et je trouvais ça génial, comme une petite lampe grande comme ça peut changer la vie des gens, où ces gens n'ont rien du tout. Voilà, parlant de la COP 21, où tu as été plusieurs fois, moi ça va être la 6e COP à laquelle je viens, et je ne suis pas sceptique. Je pense que les hommes politiques vont faire leur boulot, mais ce sera des traités qui auront lieu dans 10, 15 ans, où ils seront à la retraite. Et en plus, je pense qu'on a des hommes politiques qu'on mérite. Ils ne sont pas meilleurs que nous, ils ne sont pas plus intelligents que nous, ils ne sont pas plus courageux que nous. Et est-ce qu'on a vraiment envie de changer? Non, je ne pense pas qu'on a vraiment envie de changer. Quand je prends le périphérique le matin et je vois ces milliers de voitures, tu m'as demandé d'être franc, hein, je dis ce que je pense, mais je n'ai pas l'impression qu'on a vraiment envie de changer, qu'on attend les hommes politiques de décider pour nous des choses qu'on n'a pas envie de faire, et on les refusera. Parce que jamais on fait la taxe carbone, on sera tous dans la rue à manifester pour dire qu'on n'en veut pas. Je me souviens, pour Copenhague, il y avait une manifestation contre le changement climatique. On était 200 à manifester à place du Trocadéro pour Copenhague. Et il y avait une manifestation pour les retraites 6 mois après. Il y avait 2 millions de personnes dans les rues. Donc ce qui montre bien qu'aujourd'hui, on n'a pas pris conscience qu'est-ce que c'était que le changement climatique. Et on en parlera tout à l'heure sur le Bangladesh, qui est vraiment un pays. Alors moi, je pense qu'on a vraiment besoin d'une révolution. Et cette révolution ne sera pas politique, bien sûr. Je ne dis pas que les politiques ne font pas leur boulot. Hein. Je pense qu'au contraire, en France, je pense que sincèrement, cette année, c'est vraiment une COP 21 où jamais un gouvernement s'est engagé comme ça, que ça soit Nicolas Hollande, j'allais dire. Oui, vous voyez, ils y croient vraiment. Hein. Donc Hollande, Hulot, Fabius, Ségolène Royal. Et j'étais l'autre jour à l'Élysée où j'entendais Hollande qui disait « il est sans doute trop tard ». C'est incroyable de entendre un président qui disait ça. Donc il est vraiment convaincu. Je pense qu'ils vont vraiment essayer. Mais si nous, derrière, on n'a pas envie de les suivre, il ne se passera rien du tout. C'est nous qui décidons, c'est nous qui achetons, c'est nous qui consommons. Donc ça ne sera pas une révolution, ça sera pas une révolution non plus scientifique, parce que même si les scientifiques, des panneaux solaires, on ne va pas remplacer les 85 millions de barils de pétrole qu'on consomme tous les jours par des panneaux solaires ou des éoliennes. Aujourd'hui, là, dans le monde, il y a un papier sur... on a dépassé, jamais cette année, on a émis autant de CO2 dans l'atmosphère. On a battu tous les records. Aujourd'hui, c'est paru aujourd'hui. Je disais ça sur mon téléphone tout à l'heure. Et ce ne sera pas une révolution économique parce que l'économie, elle nous échappe, ce n'est pas nous qui la dirigeons, c'est une question qui sera spirituelle. Spirituelle. Et qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, en parlant d'éthique et de morale, je vais changer, non pas au point de vue religieux, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je vais vivre en accord avec mes convictions? Et ce n'est pas facile, parce qu'on est dans une civilisation qui nous pousse à consommer en permanence, que c'est la consommation qui paye les hôpitaux, qui paye les écoles, qui paye les routes. Donc tout ça, je n'ai pas la solution, mais j'ai vraiment l'impression que parler d'énergie, nous, on parle d'isoler les maisons, mais on dépense quand même énormément d'énergie, et de plus en plus. Et plus on en a, plus on est content. Donc je ne sais pas, je n'ai pas la solution. La prise de conscience, je vous dis, elle sera, je répète, voilà, elle viendra du cœur, on parlera d'amour, de bienveillance et de gentillesse. C'est des mots qu'on ne met peut-être pas assez, qu'on ne parle peut-être pas assez, et je pense qu'il faudra en parler dans la COP 21. Voilà. Merci Yann. Il est clair que tout passe par un changement de paradigme. Exactement. Pour moi, le changement de paradigme, c'est de passer de l'individualisme à l'altruisme. Et l'altruisme, la meilleure façon de passer de l'un à l'autre, c'est de se rendre compte que la forme la plus intelligente de l'égoïsme, c'est l'altruisme. L'altruisme est une forme très sophistiquée d'égoïsme, puisqu'on a intérêt à être altruiste, puisque c'est dans le service des autres qu'on trouve notre propre intérêt. Et en particulier dans le service des générations suivantes. Mais c'est cette prise de conscience, ce basculement qui a commencé avec les réseaux. Parce que dans les réseaux, on se rend bien compte que en réseau, on a intérêt à ce que les autres réussissent. Par exemple, on le voit bien dans un domaine qui est très éloigné de l'énergie, mais qui est exactement le même en termes d'organisation, de la musique.
on a intérêt à ce qu'un maximum de gens aient de la musique pour pouvoir nous la donner. Puisque c'est en allant les chercher dans la bibliothèque des autres qu'on peut l'avoir. Donc on a intérêt, non pas à ce que les autres n'en aient pas, mais à ce qu'ils en aient. Et de même, en énergie, on devrait avoir intérêt à ce qu'un maximum de gens soient connectés pour pouvoir partager les choses avec nous. Donc il y a une idéologie qui, étonnamment, est en relation avec les évolutions technologiques, qui est l'idéologie de l'altruisme. Et peut-être est-ce qu'en voyant le film qu'on va voir maintenant, on va pouvoir prendre conscience encore plus de cet intérêt d'être altruiste. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, en tout cas, moi, dès que je prends l'avion, depuis 15 ans, je compense carbone. On a, avec ma fondation, Action Carbone, simplement, on le calcule, et on fait des fours, des réservoirs de biogaz en Inde, qui permettent à des familles d'avoir de l'énergie. Simplement, c'est avec de la merde d'animaux et des déchets agricoles. On fait du méthane. Ça marche, c'est extrêmement facile à faire. Et on en a fourni déjà 5000. Et j'étais à Bombay la semaine dernière, où cette ONG, il n'y a pas qu'une seule ONG, il n'y a pas que moi qui en faisons, ils en ont fait 150 000. 150 000 familles qui ont de l'énergie gratuitement, et ce qui évite que les enfants aillent chercher du bois et qu'ils puissent aller à l'école, et pour faire bouillir l'eau, parce que l'eau n'était pas buvable, c'est dangereux, donc on fait bouillir l'eau. Donc ces choses simples, je pense que c'est important de le faire, et donc si vous prenez un jour l'avion, il y a beaucoup de gens qui le font, parce que l'avion, c'est là où vous dépensez le plus d'énergie dans votre vie. Hein. Moi qui voyage beaucoup, malheureusement, en aller-retour New York, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est terrible. Et donc tout à fait normal que la COP21 se déroule au Bourget. Voilà, exactement. Non, cette histoire de penser au carbone qu'on dépense, c'est vraiment important. Et moi, je sais exactement le comportement. Et j'en ai honte d'ailleurs, hein, parce que je voyage beaucoup, mais voilà, j'essaye de faire. Mais j'en prends conscience. Tu voyages non seulement en avion, mais aussi en hélicoptère. Mais hélicoptère, alors, on m'attaque beaucoup sur l'hélicoptère, mais c'est l'avion qui est de loin, qui est ma grosse. Et 2/3, c'est l'avion. Les allers-retours en avion, c'est épouvantable. Tu nous parles du film qu'on va voir? Oui, on peut les voir maintenant, c'est ça? Alors, Bangladesh, pays qui m'a énormément touché. Ça va passer derrière nous, je ne sais pas, je vais bien voir dans les images. Ah, devant. Alors, c'est un pays je connais un petit peu, on travaille avec Runa Khan, que tu aides beaucoup et qui est une femme extraordinaire. Alors, c'est un grand delta. Ce n'est qu'un delta, le Bangladesh, un énorme delta. Il y a 200 rivières qui arrivent dedans, au niveau de la mer. 160 millions d'habitants, 160 millions d'habitants, sur un pays grand comme le quart de la France. Vous mettez toute la population du monde aux États-Unis, vous aurez encore une densité inférieure aux États-Unis. Vous aurez encore, voilà, je recommence. Vous mettez tous les habitants du monde aux États-Unis, vous aurez une densité encore inférieure au Bangladesh. Donc vraiment, et 85% du pays est inondable. Les gens dans 40 ans. Voilà. Ce qui veut dire qu'il y aura d'immenses mouvements de population. Au moins 100 millions d'habitants de ce pays en partiront. C'est des gens qui vivent dans l'eau toute l'année. 85% du pays est inondable. Voilà, c'est avec des gens d'une beauté, regardez ça comme c'est magnifique. J'ai adoré parler à ces gens qui sont en mode survie pratiquement toute l'année. Avant, ils avaient un cyclone tous les 3 ans. Maintenant, ils en ont un tous les ans. Alors, sur la côte, ça, c'est beaucoup, bien sûr, les gens vivent de la pêche. Vous avez les gens sur la côte qui vont souffrir des cyclones. Il y en a de plus en plus. Ça, c'est les énormes cultures de crevettes. Je crois qu'un tiers des crevettes du monde proviennent du Bangladesh. C'est souvent nourri, d'ailleurs, avec des choses pas forcément terribles. J'ai vu avec les déchets de cuir. Ça, c'est les murs qu'ils font pour empêcher que l'eau salée remonte dans les cultures. Voilà. C'est sur la côte, avec ils font des murs en sac, vous voyez, qui sont faits manuellement, avec un travail qu'on fait et qu'on refait avec des digues. Ça, c'est pour empêcher que l'eau salée remonte dans les cultures, tout simplement. Donc, avec les digues qui se cassent et qu'on recommence, c'est un travail qu'on fait en permanence. Alors, vous avez, ça, c'est les shelters. Ce sont des bâtiments construits du gouvernement pour dès qu'il y a des cyclones, comme l'eau va monter, pour qu'elles puissent se réunir. Donc, tous ces bâtiments, il y en a partout. Alors ça, c'est incroyable, c'est l'endroit à Chittagong, c'est le plus grand usine de recyclage au monde, où tous les bateaux du monde vont se faire découper. Et ces gens qui sont d'un courage inouï, vous voyez, ils découpent les bateaux avec un chalumeau, comme si... voilà, ces monstres, ça, c'est les plus gros moteurs du monde qu'on est en train de découper. Voilà. C'est vraiment un pays où on a l'impression qu'on peut aider avec...
des ONG très importantes, BRAC, 350 000 personnes, le jeune de Mohamed Younous, ils sont, je crois, 100... Grameen, voilà. Avec, ça, c'est Dakar. Alors, bien sûr, une ville absolument inouïe où tout le monde se déplace en bateau. On arrive, on m'a dit qu'il y avait une densité, ça me paraissait incroyable, 1 million de people au kilomètre carré. Regardez les gens qui sautent. Alors ça, comme le pays est entièrement fait de sable, pour agrandir la ville, on va chercher du sable en permanence, on va chercher loin et qu'on remet pour agrandir la ville. Donc dès que vous avez des bateaux de sable en permanence pour reconstruire dessus. C'est vraiment le pays qui va souffrir le plus du changement climatique. Le nord du pays, ce qu'on appelle les chars, c'est des îles qu'il y a partout. Vous savez, c'est un énorme delta. Et avec les courants, surtout avec la fonte des glaciers qui vient d'Himalaya, vous avez l'eau qui arrive de plus en plus. Et ces chars, ces îles disparaissent. Vous voyez, voilà un petit village. Il y a une érosion incroyable. Ces îles disparaissent et recommencent. Donc les gens perdent en même temps leur terre qu'ils ont eue. Vous voyez comment est la terre avec les courants. On voit très bien, vous voyez, comme il n'y a pas de cailloux du tout au Bangladesh, ce n'est que du sable. Il y a 3 grands fleuves, le Gange, la Meghna et le Brahmapoutre, qui, en période de mousson, ont environ 15 km de large. Les gens, vous voyez comment les gens travaillent, on parlait d'énergie, regardez comment les gens travaillent, font le riz, vont planter le riz. Alors par contre, dès que je m'arrêtais prof en hélicoptère, tout le monde me photographie avec un téléphone, parce qu'il y a des téléphones partout, alors c'est assez étonnant, tout le monde a un téléphone. Et ça, c'est le bateau de Friendship, c'est une péniche française qui a été transformée pour un bateau hôpital, et cette organisation formidable, Runa, il y a quelqu'un que vous aidez, et bravo. Ça, c'est le bateau de Greenpeace, le Rainbow Warriors, qui a été donné justement à Runa, et c'est des bateaux hôpitaux où viennent des médecins du monde entier soigner. C'est des gens qui vivent sur ces îles, ils n'ont pas de papier, ils ne savent même pas l'âge qu'ils ont, ils disent on a 30, 40, 50 ans ou 60, voilà, c'est les seuls âges qui... Hein. Ça, c'est les petits villages qu'il y a sur les chars, où on fait un trou au milieu, puis on surélève un petit peu le village. Voilà, ça c'est les villages dans lesquels vous avez mis des panneaux solaires, il y en a un peu partout. Alors ça paraît comme ça modeste, mais je peux vous dire que moi je me suis posé, j'ai parlé avec les gens et ça leur change la vie. Et ça c'est les écoles, bien sûr, avec ce que fait Runa et qui fait un travail formidable. Je l'ai connue, elle avait 50 personnes, maintenant elle en a 1200. Voilà, donc merci de les aider. Et je pense que tout le monde devrait faire un petit tour au Bangladesh. Ça ferait du bien à la tête. J'ai mon fils qui était un peu déprimé. Là, je l'ai envoyé 6 mois. Je vous raconte ma vie personnelle. Et je l'ai envoyé 6 mois au Bangladesh dans une ONG. Il est revenu transformé. Pendant 6 mois, il a fait chanter les enfants, dessiner les enfants à Dakar. Et je pense que tout le monde devrait aller passer un petit moment dans une ONG dans sa vie. Ça ferait du bien. Mon fils, voilà. Qui est revenu aussi transformé en ayant passé du temps à apprendre aux gamins dans les villages à jouer au foot. Ah, génial, ça aussi. Voilà. C'est en effet un pays magnifique. Je vous invite, si vous y allez aussi, à aller voir à côté de Dakar une des plus belles villes anciennes du monde, qui est Sonargaon, qui est l'ancienne capitale mythique de l'Empire moghol et qui est une des merveilles qui est en train de disparaître à cause des mutations climatiques. Il nous reste 10 minutes de débat entre nous ou avec la salle. Est-ce qu'il y a des questions de la salle ? Je voulais remercier encore NG de nous avoir aidé à faire ce film parce que ça n'a pas été facile à faire. Merci. Des questions sur l'accès à l'énergie, sur le... Oui, personne. On voit personne. Si quelqu'un a une question, levez-vous. Levez-vous quand vous voit. Levez-vous, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui sont sur le panel. J'ai juste une contribution à faire. Lorsqu'on parle de l'accès à l'énergie... Pourriez-vous faire une question plus qu'une contribution, s'il vous plaît, monsieur ? Pardon ? Est-ce qu'on pourrait avoir une question plus qu'une contribution, s'il vous plaît ? Ok. tu changes de truc. Voilà. Donc, disons que lorsqu'on parle de technologies environnementalement efficaces, donc, pour qu'elles soient adoptées, il faut un certain nombre de conditions. Et parmi ces conditions, il faut donc que la technologie soit rentable. Il faut que les populations aient un pouvoir d'achat pour pouvoir acquérir. Donc, il faut qu'il y ait le problème du coût. Et ensuite, il faut que ce soit donc, environnementalement donc, efficace. Mais il y a une condition qu'on oublie très souvent, c'est la question de l'acceptation de la technologie, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les projets, il y a souvent des problèmes qui se posent parce que les populations ne veulent pas de cette technologie parfois, alors qu'elles sont éventuellement efficaces, mais il faut qu'on leur explique ça. Donc, moi, je ne sais pas si chez Engie, parce que j'ai bien compris qu'ils font beaucoup de travail là, en aidant un peu la population un peu partout à travers les ONG, est-ce qu'ils prennent en compte le volet éducation, le volet formation dans leur projet? Parce que c'est des parties très importantes.
Ce matin, nous avons appris qu'il y a des emplois qui ne sont pas pourvus alors qu'il y a des personnes qui sont au chômage. Je pense que cela est dû au fait qu'il n'y a pas d'adéquation, parce qu'on est en période de transition. Il y a manque de personnes qualifiées parfois pour aller implémenter certaines technologies. Donc, est-ce que Engie fait aussi un peu voilà, de l'accompagnement? Voilà. Gérard, et peut-être Manuel aussi pourrait commenter. Gérard. Oui, vous avez raison, monsieur, ça marche. Vous avez raison, il ne suffit pas simplement d'apporter la technologie. La technologie dans le domaine de l'énergie a fait d'énormes progrès. On est en train de vivre une vraie révolution technologique spéciale dédiée à l'énergie, le photovoltaïque, le stockage, l'éolien, les microgrids. Et on combine cela avec la révolution digitale. Mais tout ça, toutes ces technologies ne peuvent donner leur effet, leur impact maximum que si les gens l'utilisent au mieux. Donc il n'y a pas de technologie sans formation. C'est vrai pour les questions d'accès à l'énergie pour tous, mais c'est vrai aussi pour les questions d'efficacité énergétique. Nous ne sommes pas seulement un groupe fournisseur d'énergie, nous avons 150 000 personnes. 50 000 produisent et fournissent du gaz et de l'électricité dans le monde entier, mais nous avons 100 000 personnes, le double, de personnes totalement dédiées à l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, en Europe et dans le monde, c'est devenu une priorité mondiale. Ça vise précisément à permettre aux gens individuels, aux collectivités locales, aux entreprises, de mieux consommer. Et bientôt, ils ne se contenteront pas de mieux consommer, ils vont produire eux-mêmes. Et donc, on souhaite les accompagner. Nous souhaitons être les partenaires de ces clients, un peu d'être l'architecte énergétique pour leur permettre de vivre cette transition énergétique, ce basculement du monde ancien, centralisé, au monde nouveau, décentralisé, décarboné, digitalisé. L'efficacité énergétique, c'est de la technologie et c'est de la formation. Le comportement individuel, qui est spontané, je crois qu'on assiste dans la révolution énergétique, il y a une révolution du comportement, de la relation à l'énergie. La relation à l'énergie est en train de changer. La relation au monde. Notre relation au monde. Mais je vais vous citer un exemple. Il y a 10 ans, on avait posé la question à un panel d'Américains. La question était d'où vient l'électricité? Alors aujourd'hui, les gens diraient du nucléaire, du charbon, du solaire, etc. À plus de 50%, les Américains avaient répondu l'électricité vient du mur. Ça voulait dire qu'on met sa prise et puis on se fiche de savoir d'où ça vient. Ça vient du mur, voilà, ça s'arrête là. En amont, on ne s'y intéresse pas. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Les gens veulent savoir d'où ça vient, savoir si c'est du nucléaire, si c'est du renouvelable. Ils sont impliqués, ils veulent mieux gérer, produire eux-mêmes de plus en plus. Et pour ça, ça veut dire pas seulement leur donner la technologie à l'état brut, mais aussi les moyens de s'en servir. Yes, I would like to abord the theme of affordability and training, and also the thing about acceptance. Related to affordability, today, people who don't have energy access rely on diesel, kerosene, and candles. They spend from 15 to 20 euros every month, which represents around 15 to 20% of the family income. No? So it's a very clear trade-off from having to consume diesel, candles, and kerosene, which is polluting and even hazardous, to having a solar solution at your home. Related to acceptance, I think if you don't have electricity, you're actively searching for ways to have it. We've only had one case where the population didn't want to accept it, and it was because the government had promised the electric grid, and they said, if you give me a solar panel, then I'm never going to have the good kind of energy. No? Which leads me to the subject on awareness and education, no? Because they view these posts, which actually ruins their landscape of these beautiful communities, as the good type of energy. And definitely, you have to take into account a lot of training and a lot of community-based involvement. We work on environmental programs related to climate change, solar energy, financial awareness as well, because then
if people want a solar panel, but then they get a credit or a loan that's more than what they can pay for it, then you're in another kind of issue, and you have a negative impact instead of having a positive one. So definitely, the companies that I've met and people on the field are taking into account this aspect. And if you don't take it into account, I think you're going to eventually fail because the population won't be accepting the programs. We've seen solar panels being used as tables or as clothes hangers because people are not trained well enough and the systems end up not working. No? So it's definitely a key component of any of these energy access programs. Dernière question, s'il y en a une autre dans la salle. Non? Angel. Make a comment here. I don't know if this working. Yeah, yes, working. Okay. It's about consistency here because again we go to the question of your access and emissions. One of the things we got to do first is that we in the governments and in our societies and even in our companies, we have policies in place which go completely against the logic of reducing emissions. Exactly. Every day we are doing things which promote the use of fossil fuels. I mean, we subsidize fossil fuels. I mentioned this before. India, Indonesia are doing something about it. But until recently, had it not been for the dramatic drop in the price of oil, we would still be having massive subsidies. And they're so massive that until very recently, in some of the poorest countries, some of the programs to subsidize the consumption of fossil fuels were a larger number in the budget than the budget for education. I mean, how badly can you allocate these things? How badly can you? So, and we just published a book which is called Aligning Policies for Low Carbon Economies. These are the sins of omission, but also the sins of commission, which are more difficult to correct because people accept if you're told, well, you should do this, you should do that. But if you're told, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président, or Mr. Minister, you are doing this wrong, or you should change the way you're doing this, or the pricing is wrong, or the incentives are wrong. People don't like to be told that they're doing things wrong. So this would be fantastic, even fun reading if it were not so tragic about all the things that we're doing wrong or that we're not doing. Taxing energy use. Do you know that the source of energy that is the least taxed is carbon? And that, of course, carbon is the most polluting. OECD companion to the inventory of support measures for fossil fuels. Support measures for fossil fuels. I mean, we're talking about 200 billion. You said we need 100 billion, okay? We subsidize the consumption of fossil fuels to the tune of 200 billion. And that is the least number that we found. Because we were talking about the IEA, our sister organization, he was talking about 500 billion. They're only using price gaps. And the IMF says 5 trillion or something like that. It's so big that, it's difficult to understand. So let's go to the lowest number we found. And this means we have tracked it to the actual budgets of the countries and to the recipients of the benefit. And they are 200 billion. The lowest account of subsidies between the IMF and the IEA and the OECD, lowest, is double the amount that we're trying to find so desperately. Double the amount. You could use the reduction in the subsidies to fight the good war, to give the access, and to lower emissions at the same time. So it's a question of allocation of resources and the total lack of logic in the way we are addressing this issue. I mean,
we just published this book called Climate Change Finance, where we determined that we could locate about 62 billion out of the 100 billion that are going to be needed by 2020. Of course, the result was the developed countries all thought it was too low, and the developing countries thought it was wishful thinking, had a lot of duplications, etc. So we must be right because everybody was dissatisfied. But anyway, and the whole question again is, you know, we're fighting to find 62 billion, eventually to find 100 billion. Are we giving away 200 billion? And if the IA is right, we're giving away 500 billion. That's more than the common agricultural policy of Europe, which I have always thought one of the greatest sources of gaspillage of resources in the world, you know. But anyway, the fact of the matter is we're seeing a multiple here. So the sources to fight the good fight are within fighting the war. Where have you found another war? Where you can go to war, and by fighting the war, you can get the money in order to fight the war and eventually win the war. This is the thing about climate. And this is the thing about getting more people for more access. And this is the thing about fighting both things at the same time, you know. Climate change mitigation, climate change adaptation. We were the first institution to worry about adaptation when this was not even a word that was used. You know, we started saying, who's going to be flooding first? You're talking now, everybody talks about floods now. When we started saying that, people thought we were crazy, saying who is going to be flooding first? Well, we started talking about Miami, and so that people were noticed, you know. But anyway, unfortunately, they're not going to go first. The first are going to be our friends in Bangladesh or our friends in the islands in the Pacific, etc. So it's not for lack of documenting where it is that we have to work. It's not for lack of knowing which are the instruments. Here, we are at a critical stage where we can provide, again, this marriage of lowering emissions, but also allowing for greater access. Because I have to say something else. When you are talking about the excretions of cows, the excretions of cows in order to burn, this is a wonderful idea because it's cheap, but it's very bad for the environment. So we're talking about something which can improve on that. So. Thank you very much. I will stop Angel Goria because I'm afraid that the General Secretary of ACD will find that we are late. Thank you very much to all of you.